Bonjour tout le monde et bienvenue à la voix de l'archiviste. C'est votre hôte Gabriel. On est rendu déjà à l'épisode 7, mes chers amis, et j'ai une invitée très spéciale aujourd'hui. Dans le dernier épisode, on avait vu ensemble l'importance du métier d'archiviste, c'est quoi son rôle dans la société. Puis on avait vu que dans son rôle de protéger la mémoire, il faut l'organiser, il faut la préserver. Mais toutes ces étapes amènent à un but ultime, c'est qu'on fait tout ça pour pouvoir parler des archives, pouvoir les montrer. Et mon invité aujourd'hui s'inscrit justement parfaitement, la vôtre s'inscrit vraiment parfaitement dans la diffusion des archives. Donc, je reçois aujourd'hui Marie Chantal. Marie Chantal, pour faire un résumé rapide, très grossier de son CV, elle a travaillé plus de 4 ans à la voûte. Tu as également travaillé 7 ans dans la Société d'histoire de généalogie de Maria Chapdelaine. Ouais, c'est en parallèle, en fait. C'est les deux en même temps, là. Les Fait deux que, en même. Ok, tu as fait les oui, deux en même temps. Bon, ben oui, c'est très impressionnant. Tu as aussi travaillé dans le monde muséal également. un petit peu. Donc, écoute, c'est un CV qui est assez impressionnant, surtout que tu as fait les deux en même temps. C'est ça qui est particulier. Ben écoute, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Oui. Donc, Marie-Chantal, là, comme tu l'as dit. Moi, je suis archiviste à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine. On est situé au nord du lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini, puis on couvre tout le territoire de la MRC Maria Chapdelaine. Puis tu sais, quand on disait que j'ai fait les deux en même temps, la voûte et archiviste à la Société d'histoire, c'est qu'en fait, la voûte.tv est une initiative de la Société d'histoire. Donc, c'est comme ma responsabilité ici, là, au bureau, là, c'est moi qui gère et qui développe la voûte, on pourrait dire, là, en partenariat avec mon directeur général, évidemment, là. Donc, tu sais, oui, je touche encore aux archives papier. Des fois, quand je suis chanceuse, là, je m'intègre un peu pour aider. Mais moi, je suis vraiment axée sur l'audiovisuel, pas mal temps plein. Ouais, ben, d'ailleurs, on y reviendra, là, mais vous avez, là, évidemment, moi, j'ai vu ce qu'il y avait sur votre site, là, mais au niveau des appareils de numérisation, vous avez l'air bien équipé. C'est pas un matériel qui est à la fois facile d'accès et peu coûteux. C'est très dispendieux, ces machines-là. Écoute, ben, lançons-nous dans le vif du sujet. C'est quoi la voûte? Dans le fond, la voûte.tv, si on peut le résumer là vraiment facilement, c'est comme un Netflix d'archives audiovisuelles. Tu sais, moi, quand j'ai besoin de le présenter en une phrase, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est plus que ça. Ce qui est arrivé, c'est que nous, ici, à la Société d'histoire, on avait vraiment beaucoup d'archives audiovisuelles. On a deux fonds d'archives de télévision communautaire. Ça veut dire plein de cassettes, plein de vieilles bobines vidéo magnétiques. Puis tu sais, ça dormait dans nos voûtes. On les a numérisés, on les voyait, on voulait les diffuser parce que c'est tellement des petites perles tout ce que là-dessus. C'est l'histoire de notre MRC. On n'avait aucun moyen de les diffuser, puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls qui étaient pognés avec plein de petits trésors comme ça qui dormaient dans les voûtes, qui étaient soit pas numérisés ou numérisés, puis on savait pas trop quoi en faire. Puis est venu après la pandémie l'appel de projet Ambition numérique euh, dont l'objectif était d'améliorer la découvrabilité des contenus culturels. Fait que c'était comme parfait là pour nous là. Fait qu'on s'est lancé avec ça, on a fait notre demande, on l'a obtenu. Ça nous a permis de monter le projet de la voûte.tv, qui était comme en deux volets. Un volet numérisation, parce que bon, nous, on avait quand même de l'avance sur la numérisation, on s'était déjà développé beaucoup là-dedans, mais nos voisins, sociétés d'histoire qu'on connaît, ben, ils étaient pas comme au même point. Puis un volet diffusion qui était la création du site web lavoûte.tv. On a travaillé l'année de lancement, là, à peu près 2 ans là, qu'on a travaillé à le préparer, la voûte, à numériser puis tout ça. On travaillait avec le RSAPAC, le regroupement des services d'archives privées agréés du Québec, dont on est membre. Donc, ils nous ont envoyé leurs archives. On les a numérisées ici. Là, on faisait, mon boss, là, Steve Quentin, il faisait des tours de van. Il louait des camions, puis il allait se promener, chercher des archives partout au Québec. Il les ramenait ici, on les numérisait, puis on les retournait dans leur lieu d'origine. On en a numérisé plus que 3000 dans à peu près une année. Ouais. Ok, ok, attends, parce que si je peux tout ça te poser la question, vous êtes une Oui. équipe de combien? Ben à ce moment-là, on était à peu près, je pourrais te dire que le plus qu'on a eu qui numérisait en même temps, c'était 4 personnes. Ok. Des fois, ouais, pas mal 4. T'sais, on pouvait faire des fois, il y a certains formats comme mettons les VHS, on peut en numériser 2 en même temps, tu sais. Puis Oui, oui, oui. euh, les affaires audio aussi, les cassettes audio, je pense qu'on peut se rendre des fois jusqu'à 3 en même temps. Fait que tu sais, ça fait qu'on avait comme un spécialiste de l'audio,
que lui, il faisait vraiment tout l'audio, puis il est encore avec nous. Lui, il est resté, là, puis c'est rendu notre technicien multimédia, là, tous les traitements de fichiers, c'est lui qui s'en occupe ici encore. Puis ben là, dans le cadre du projet de la voûte, ben, on a engagé d'autres personnes là, qui venaient faire du vidéo. On a acheté, là, il a fallu, oui, il y avait du monde, mais c'est là qu'il a fallu aussi acheter plus de machines, parce que là, si on voulait en faire plusieurs en même temps, ben... C'est ça, ça te prend plusieurs machines. Ouais, fait que comme les bobines, là, les 16, les 8, on avait 2 machines, ça faisait qu'on pouvait faire les deux en même temps aussi. Fait que ça a quand même vraiment roulé. Puis moi, ben, je gérais les fichiers, les descriptions, les partenaires, tout ça en même temps. C'était quand même, honnêtement, on s'en est bien sorti, mais c'était intense, on peut se le dire, là. C'était assez intense. 3000 numérisations une année, c'est quand même très intense. Surtout, là, évidemment, là, pour les gens qui nous écoutent à la maison, là, ça peut sembler, bon, on se dit 3000 numérisations, c'est quand même un an. Mais n'oubliez pas que ces médias-là sont pas nécessairement faciles à numériser comme aujourd'hui. Tu sais, maintenant, tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu as copié ton fichier, ça se fait super facile. Mhm. Les cassettes, les films, les 8 mm, les 16 mm, c'est fragile. C'est des fois, ça coince, faut que tu les replaces. C'est quand même une sale ouvrage. Félicitations d'avoir réussi ça en un an. C'est quand même vraiment impressionnant. Ouais, merci. Mais tu sais, on avait une bonne équipe, puis tu sais, je pense qu'on a eu une part de chance parce que justement nos appareils n'ont pas lâché trop pendant. Tu sais, parce que je peux pas dire que ça va toujours bien ces appareils-là. Souvent c'est des vieux appareils. On est quand même chanceux parce que ça c'est un défi aussi. Souvent ça marche plus très bien, puis il y a plus beaucoup de personnes qui sont capables de réparer. Ouais. Je vais donner l'exemple là, les lecteurs à cassette bêta. Dernièrement j'ai parlé à des gens puis ils sont tous mal pris, ils en ont plus. Mais nous autres les nôtres ils marchent encore puis on connaît quelqu'un qui est capable de les réparer. On a comme un contact en région ici là, qui est vraiment bon en réparation. Fait que, on est capable de maintenir notre flotte d'équipement de cette manière-là, puis ça va. Ben ça c'est un autre aspect qui est vraiment impressionnant là, parce que quand je travaille, mettons, justement, là, pour Fragment Fugace, ils en ont eu des machines pour le 8, pour le 16 mm. Et un des gros enjeux, tu sais, déjà d'avoir le support en bon état, c'est un support qui se désagrège très vite. C'est déjà assez compliqué. C'est un support qui est sensible. Mais en plus de ça, c'est quand c'est le temps de faire la numérisation, de trouver la machine, c'est un enjeu. Puis une fois qu'il y a une pièce qui lâche, comme tu mentionnes, tu vas où? Tu sais, les Betacam, j'en ai fait un peu dans le passé. Puis là, je me souviens pas si c'est les Betacam, mais c'est-tu les Beta qu'en Europe puis en Amérique du Nord, c'est pas la même machine pantoute puis ça fonctionne pas? Ah ben là, je sais pas. Ça se Ok, peut. ça se peut, ok. Ben, il me semble que c'était ça, mais je me souviens, on en avait dans des archives audiovisuelles, puis justement, c'était un des enjeux de mémoire. Là, on est arrivé avec un lecteur de Betacam, puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Et là, de commander celui d'Europe, là, ça a tout été En fait, on s'est dit, on a laissé faire, là, parce qu'on trouvait pas personne qui était capable de le faire. Mhm. Ouais, ben c'est ça. Nos équipements, ils viennent, on en a qui viennent d'Allemagne, du Texas. On a comme nos fournisseurs, là, c'est Steve là, qui est comme maître d'œuvre, d'achat d'équipements. Là. C'est un peu pour ça qu'on s'est dirigé vers l'audiovisuel, parce que c'est comme sa passion à lui, là, que ben maintenant c'est ma passion, mais tu sais, lui, il connaît ses fournisseurs, puis quand il voit des bons deals, même s'il sait qu'on n'a peut-être pas besoin tout de suite, ben il les pogne tout de suite pour être sûr qu'on ait des backups. Puis Oui, on a... heureusement. Mhm. Fait que ça, c'est un autre enjeu, comme tu dis, là, puis il faut se prendre d'avance, souvent avant que la catastrophe arrive, parce que c'est ça, justement, quand ces deals-là passent, ben tu sais pas s'ils vont repasser. En fait, c'est pas quand, c'est est-ce que c'est possible qu'ils reviennent un jour ou l'autre. Là. Ouais, ouais. Fait que ça, écoute, moi je trouve ça super intéressant. Puis tu sais, tu parles du Netflix des archives, puis pour vrai, quand j'en parlais à mes amis, je disais que j'ai trouvé le Netflix des archives. C'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit, pour une somme modique, tu as un abonnement annuel, tu peux regarder, là, quand je travaille, ben je peux regarder des archives à côté, audiovisuelles, vraiment, comme, mettons, t'écoutes Netflix à la maison, ou quand je reviens du travail. Quand je parle à la maison, ben, tu sais, j'écoute ça chez nous, tu sais, des affaires comme ça. Donc, Mhm. il y a vraiment cette possibilité-là. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être écouté partout à travers le monde. Oui. Oui, il y a pas de limite, puis bon, on en a, là, tu sais, je vois un petit peu passer les abonnements, fait que oui, il y a des gens partout à travers le monde qui viennent écouter nos archives sur la voûte chaque année, quand même. C'est super impressionnant. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne, c'est comment c'est facile d'accès, la quantité. Mais là, avec le 3000 que vous avez numérisé, je pense que c'est beaucoup plus... je comprends un peu mieux. Là, c'est un sale travail qu'il y a derrière ça. Et c'est vraiment dommage que... Oups, pardonnez-moi. C'est vraiment dommage en fait, moi, je suis tombé là-dessus par hasard à un moment donné. Et que ça soit pas plus connu parce que en fait, moi, ce que je trouve, c'est génialissime parce que tu peux vraiment avoir accès à un paquet d'informations. Puis,
de façon tellement facile. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec les archives du Québec anciennement, c'est de regarder l'accent. L'accent à travers les régions, l'évolution linguistique, surtout dans vous comprendrez évidemment les archives sonores et audiovisuelles et sonores, là, mais c'est d'aller justement chercher ça. Et c'est super intéressant d'entendre comment nos arrière-grands-parents parlaient et de voir cette évolution linguistique. Et je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute La Voix de l'archiviste, qui viennent de mon autre podcast, qui sont en France et qui sont particulièrement intéressés par l'accent, le français. Donc, c'est une belle façon de découvrir aisément. Puis c'est quoi, c'est 20 $ par mois à peu près? C'est 20 par année. Par année, excuse-moi, oui, c'est vrai. Bon, 20 $ par année pour avoir accès à des archives qui sont du Québec. Mais vous, c'est pas que le Québec, hein. Vous êtes aussi dans la francophonie canadienne également. Oui. Oui, on a un nouveau partenaire là, qui est arrivé, ça va faire 1 an, là, qui est la Société d'histoire de la Saskatchewan, une société d'histoire francophone en Saskatchewan. Donc, on a ce partenaire-là, puis les discussions sont en cours aussi. Là, on veut s'étendre à travers toute la francophonie canadienne parce qu'ils ont les mêmes besoins. Ils ont même, je dirais que eux, leurs besoins, il est un petit peu plus grand que le nôtre parce qu'ils sont vraiment en situation de minorité. Ce qui fait que leur histoire, leur culture, ben c'est vraiment un enjeu pour eux. Fait qu'ils veulent la mettre en valeur encore plus, la sauvegarder. Donc, c'est sûr que, par exemple, là, la Société historique de la Saskatchewan, il y a une partie des archives qu'on a d'eux, c'est des tables rondes sur où ce que les gens se rassemblaient pour parler de leur culture. C'est récent, c'est les années 2000. Mais pour eux autres, c'est vraiment important de le mettre à quelque part accessible pour que tout le monde puisse le voir. Puis ça, je trouve ça génial parce que, pour ceux qui sont du Québec, vous connaissez probablement déjà l'histoire. Pour les gens qui nous écoutent d'Europe, le Québec a une longue histoire de vouloir protéger sa langue, mais le Québec étant la province avec le plus de francophones, il y a aussi d'autres communautés francophones à travers le Canada qui, eux, sont en situation de minorité dans leur province. Et il y a cet enjeu-là qui est sensiblement le même, le désir de protéger son histoire, de protéger sa langue. Et je trouve ça génial parce que ça vient connecter la francophonie ensemble. Parce que souvent, c'est très régionalisé. Chacun un peu défend sa culture, sa langue. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une belle initiative d'aller chercher d'autres francophones à travers le Canada, nous les faire découvrir. Et je suis sûr qu'à travers ces archives-là, on va découvrir que beaucoup des enjeux qu'on partage en fait à grandeur là, d'un océan à l'autre. Mm-hmm. On a aussi quand même des archives là, en Europe, puis un peu partout dans le monde, parce que des fois, c'était des gens d'ici qui allaient en voyage. Ils amenaient leur caméra, évidemment. Fait que, tu sais, ça, je me bloque pas, là. Moi, je trouve ça cool, là, les vidéos de voyage, je trouve ça le fun. Fait qu'on en a quand même plusieurs en ligne aussi, là. Fait que dans le fond, c'est ça, ce que je comprends, c'est quand les gens partaient en voyage, ils filmaient puis ils ramenaient ça ici. C'est ça. Ça, c'est hyper intéressant. Fragment fugace, on en a aussi des films de famille, là, donc des gens qui partaient en voyage, mettons en France, allaient faire Versailles, puis ils filmaient ça avec du 8, puis ils allaient, voyons donc, ils ramenaient ça ici. Donc ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, moi, j'ai une petite question pour toi. Au niveau des archives, parce que, premièrement, encore une fois, c'est un travail colossal que vous avez fait. Mais j'en ai un peu parlé dans les autres épisodes. La diffusion des archives, c'est probablement l'aspect légal le plus complexe de toute la gang. C'est très compliqué parce qu'il faut jouer avec le droit d'auteur, le droit à l'image, etc. C'est quoi les trucs que la voûte a trouvé pour naviguer ça? Dans le fond, à la base, les archives qui sont sur la voûte.tv ont été données à un centre d'archives, une société d'histoire, dans le cadre d'un contrat de donation. Fait que déjà, techniquement, si les gens étaient au courant de ce qu'ils faisaient quand ils donnaient leurs archives, ben ils ont signé, puis ils ont laissé les droits d'auteur à la société d'histoire qui l'a acquis. Après ça, nous, quand on a comme créé dans notre processus de création de la voûte, c'est sûr qu'on voulait s'assurer qu'il y ait comme aucun problème à ce niveau-là. Donc, on a consulté un avocat qui était spécialisé vraiment en droit d'auteur. Puis honnêtement, ça a été une illumination. Là. On est sortis de cette rencontre-là, on était comme... C'était vraiment parfait. Ce qu'on a appris, c'est que comme notre objectif à nous, avec la voûte.tv, c'est l'éducation, c'est la sauvegarde de la mémoire collective, on peut pas nous prêter des mauvaises intentions en disant « t'as volé mon image, t'as volé mon droit d'auteur pour faire de l'argent ». Non, j'ai pas fait ça pour faire de l'argent, j'ai fait ça pour sauver la mémoire collective. Donc, ça se défend. Tu sais, c'est pas, on peut pas être comme vu dans le tort parce que lui, ce qu'il nous disait vraiment, c'est la mémoire collective est plus importante que le droit d'auteur.
Donc, tu sais, sans dire qu'on abuse puis qu'on fait pas attention à ce qu'on fait, c'est pas vrai. Non, Là. non. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, les archives, avant qu'ils soient en ligne, ben, on vérifie aussi là, que personne n'est humilié ou tu sais, que ça n'a pas l'air fou, ce qu'on met parce qu'il y a des Oui, vidéos de beuverie, des fois, on en voit, tu sais. oui, oui, Mais oui. ils iront pas en ligne, de toute façon. C'est pas intéressant, tu sais. Puis, tu sais, depuis que la voûte a été lancée, ça va faire 3 ans l'année prochaine déjà, ben, on n'a eu aucune réclamation, aucune demande par rapport à ça. Tout ce qu'on a, c'est des gens qui retrouvent le grand-parent ou le grand-tante puis qui sont vraiment contents de voir qu'ils sont en ligne puis qu'ils peuvent les écouter parce qu'ils n'étaient pas au courant que la vidéo existait. Ben oui, puis ça, c'est... Premièrement, t'as amené plein de points que je veux qu'on discute. Premièrement, t'as parlé du contrat de don. J'en ai parlé un petit peu dans le podcast, pas beaucoup, mais essentiellement, un contrat de don, quand vous faites les dons à un centre d'archives, on vous fait signer un contrat de don qui détermine un peu, justement, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on prend, mais aussi, le centre d'archives va vouloir avoir les droits d'auteur pour, justement, être capable d'éventuellement réutiliser les archives. Maintenant, ça, comme tu dis, bon, il y en a qui ont signé des contrats de dons, mais il y a une réalité du terrain que moi, quand on avait parlé avant qu'on se rencontre, ben, qu'on s'est rencontrés, pardonne-moi, la première fois, c'est que c'est une réalité que dans les archives, ben, des fois, les auteurs, surtout dans les films, par exemple, les 8-16 mm, peu importe le support, on ne sait pas c'est qui. Tu sais, je veux dire, je prends l'exemple, mettons, pour Fragment Fugace. Fragment Fugace, la vaste majorité de ce qu'ils trouvent, ben, ça a été donné dans un encan, puis c'était à veille d'être jeté aux poubelles, puis il y a quelqu'un qui les a sauvés. Donc, des fois, c'est dur d'aller chercher ça et c'est vraiment génial que vous soyez allé voir un avocat. Justement, j'en parlais beaucoup dans le podcast, mais les archivistes, on est tout le temps après les avocats. Il faut tout le temps travailler avec eux autres pour comprendre et qu'essentiellement, c'est vrai, là, c'est pas dans un objectif de faire de l'argent. Là, c'est pas votre but d'aller chercher la monnaie derrière, c'est de préserver la mémoire. Mm-hmm. Et je pense que ça l'exprime bien un peu la drôle de chaise que l'archiviste se trouve entre justement l'accessibilité aux archives et la protection. On a tout un appareil légal entre les deux et c'est une magnifique chaise où il faut savoir où trancher la limite. On va consulter des avocats pour être capable justement de bien faire ce partage entre protection et diffusion. Donc, moi, j'ai trouvé ça, puis même moi, là, ça m'a beaucoup rassuré parce que c'est des enjeux qu'on a en Fragment Fugace aussi quand les films ont été jetés au vidange. Il faut regarder ce que tu... Nous aussi, c'était un aspect, par exemple, on avait des films qui avaient des scènes quand même, mettons, d'abattage, mais on met pas ça en ligne pour des raisons bien évidentes, mais il y a du contenu qui peut être difficile à regarder, puis il faut prendre ça en considération. Si, un autre aspect que je voulais jaser avec toi, vous avez une série sur Oui. YouTube qui s'appelle Dans la voûte où vous parlez justement de voyons, j'allais dire votre attirail, mais vos archives. C'est quoi exactement l'objectif? Dans le fond, là, dans la voûte, l'idée est née, on n'a pas parlé tantôt, là, mais tu sais, on a notre abonnement annuel Oui. que les gens peuvent prendre, mais maintenant, on est aussi disponible dans certaines bibliothèques au Québec. Les gens, avec leur abonnement de bibliothèque, peuvent gratuitement accéder à la voûte. Entre autres, BANQ est abonné à la voûte.tv, ce qui fait que n'importe qui peut se créer un compte gratuit sur BANQ, puis aller dans les ressources en ligne pour accéder à la voûte.tv. Wow! Ouais. De tout ça pour être plus accessible. Donc, pour en revenir à la série, c'est que dans nos discussions avec les bibliothèques, ben eux, il y avait quand même un enjeu où ce qu'ils voulaient qu'il y ait de l'interprétation. T'sais. Ils se disaient, c'est pas juste des gens qui connaissent l'histoire, qui savent ce qui se passe. C'est des films muets pour la plupart. Fait qu'ils voulaient avoir de l'interprétation. Puis ben c'était déjà une petite idée qu'on voulait développer. T'sais. Nous, ce qu'on cherche, c'est à mettre nos archives en valeur le plus possible par tous les moyens possibles. Fait que ça a comme été ça nous a fait travailler sur l'idée, puis on a la chance ici là, d'avoir une vraiment bonne relation avec notre télévision communautaire. Puis on en a juste glissé un petit mot là au début. J'étais plus, on pourrait faire un podcast, fait que je m'étais renseignée pour emprunter leur studio. Puis finalement, ben, elle m'a relancé elle dit on va faire une série complète ensemble, série télé. Puis c'était vraiment le fun là. Puis tu sais. En tout cas, c'est moi, qui faisais les sélections là, d'extraits puis tout, fait que ça m'a permis d'aller. Moi, j'y connais mes archives, c'est moi qui les mets en ligne, j'y connais toutes, fait que j'étais contente d'enfin pouvoir montrer mes petits préférés, Je dis pas qu'ils sont toutes bonnes là, mais de pouvoir les contextualiser puis les rassembler par thème aussi, parce que là, on s'entend qu'on en a de plein de sortes. Ça vient d'un peu partout au Québec. Les gens ont plus tendance à peut-être faire des recherches par territoire, par ville, par centre d'archives, tandis que là, ben, l'exemple des vidéos de foresterie, ben, j'en ai qui viennent d'un petit peu partout. Fait que ça permet comme une fois rassemblés ensemble, ben, on voit, vraiment comment ça se passait dans le temps. Ça, c'est...
OK, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que vous avez cet enjeu-là. Premièrement, vous en avez de partout, puis ça fait en sorte qu'il y a plusieurs perspectives et que vous êtes capable de tout regrouper ça en thèmes pour donner justement une espèce de portrait justement plus général. Mhm. Moi, personnellement, justement, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, là, tout ce qui me tombe foresterie, drave, bûcheron, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire du Québec parce que des forêts, en fait, l'exploitation forestière c'est un non-sens de dire que ça fait pas partie du Québec. Là, ça a été longtemps, ça l'est encore, même à travers le Canada. Et justement, moi, ce que je me demande au niveau de ce, voyons donc, de ce réseautage-là, parce que j'ai vu, vous faites affaire avec beaucoup, beaucoup de centres d'archives. Comment est-ce que vous en cherchez davantage? C'est une de vos politiques d'aller toujours en chercher plus, plus, plus? À quoi ça ressemble un peu? Ben, ce qui arrive généralement, c'est que quand on fait des conférences ou des entrevues comme ça, il y a Ouais. des gens qui nous relancent. Ils voient, ah, j'ai vu, hey, j'en ai des archives audiovisuelles, je vais en parler à mon conseil d'administration. Tu sais, on essaye, nous, mais on n'a pas nécessairement le temps de faire beaucoup de démarchage non plus. Ce qui fait que souvent, c'est des détenteurs d'archives qui viennent vers nous. Puis, tu sais, on leur dit, là, nous autres, on accepte tout le monde. Tu as des archives, tu peux venir sur la voûte, pas de problème. Tu sais, c'est pas réservé au SAPAC, au musée. Tu sais, il y a des musées maintenant, n'importe qui a des archives, puis qui a le droit de les diffuser, évidemment, là, ben, Oui. ils peuvent diffuser sur la voûte. Puis quand les archives se retrouvent sur la voûte.tv, ben, eux, ils restent propriétaires de leurs archives. Nous, on se fait une convention, justement. Une convention pour un genre de petit contrat, là, pour clarifier nos droits par rapport à la diffusion Oui. des archives. Donc, eux, ils restent propriétaires de... Nous, on fait juste être une fenêtre pour afficher leur archive. Puis le fait d'être rassemblés tout ensemble, ben, leur archive, ils le savent. T'sais, c'est pour ça qu'ils acceptent de venir sur la voûte, ben, elle est plus vue. Parce que sinon, ben, on peut pas la trouver. Ça, on peut pas la trouver, puis souvent, surtout pour les vieux supports, ben tu peux les avoir, mais ça sert à rien parce que tu n'as pas la machine pour le rouler. C'est là Mhm. que votre centre d'archives peut venir, puis j'ai vu sur votre site que vraiment là, la numérisation, c'est une spécialité que vous donnez, donc ça vous permet aussi, de ce que je comprends, non seulement d'aller chercher d'autres mondes ailleurs, mais d'offrir ce service-là. C'est-à-dire, regardez, vous avez des archives, ça vous tente qu'on les diffuse? Nous, on a l'équipement sur place pour traiter vos archives, qui potentiellement, peut-être dans d'autres centres d'archives, ben, il n'y en a pas de ces machines-là, fait qu'ils sont pas en mesure de les numériser eux-mêmes. Oui. Puis, tu sais, on a notre service de numérisation, on a la voûte. Les deux peuvent marcher séparément, mais les deux peuvent marcher ensemble parce qu'on fait aussi des contrats de numérisation juste, tu sais, pas en vue d'être diffusés, juste pour des gens qui ont des archives à numériser. Mais, tu sais, idéalement, ben, quand ils peuvent être diffusés sur la voûte, ben là, nous autres, on offre un rabais aussi là, aux partenaires qui font numériser leurs archives dans le but de les diffuser parce que ben, pour nous, c'est gagnant au final aussi. Là. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, on avait comme pas le choix de développer les deux en même temps en parallèle parce que sinon, ben, des solutions de numérisation, il n'y en existe pas beaucoup au Québec. Puis tu sais, moi je le dis souvent, on est les seuls qui sont vraiment spécialisés en archives. Tu sais, oui, il y a d'autres entreprises qui offrent la numérisation, mais ils sont pas des centres d'archives avec une voûte tempérée, protégée, où ce que les archives sont en attendant qu'on les numérise. Il y a même une partie de la numérisation qui se fait dans la voûte. On a notre appareil, notre dernier appareil, mon bébé, le Syntel, lui, il est dans la voûte. Fait que tous les films 16 mm, ils sortent pas de la voûte, ils restent dans notre voûte, pas de la voûte, dans la vraie voûte physique. Ouais, Là. Des fois, la ça voûte vient mêlant, physique. là. Mais Ouais, c'est non, ça. non, mais je comprends. Puis d'ailleurs, tu amènes un point que je voulais aborder qui était dans mes points. C'est que, bon, là, vous avez plein d'archives justement sur divers supports numériques, etc. Vous avez des films, des images, des cassettes, etc., etc. Moi, ce que j'ai parlé dans le podcast beaucoup, c'est les coûts d'entretenir des archives. Donc, vous autres, là, comme tu dis, tu as une salle tempérée parce que le problème avec la majorité des archives audiovisuelles, c'est que audiovisuelles, images, c'est que c'est très volatile. Comment on s'en sort? Parce que ça doit vous coûter quand même, j'imagine, un bras pour être capable de sauvegarder tout ça. Ben oui, mais Ouais. ben tu sais, nous autres, je veux dire, nos archives à nous, tu sais, on les fait systématiquement. Maintenant, nous, quand on Hmm. reçoit des archives audiovisuelles, on les numérise. C'est sûr que, bon, nos tarifs de numérisation sont suffisants pour, tu sais, rembourser comme les coûts de numérisation. Là, on n'offre pas on peut pas offrir la charité, on peut pas se le permettre. Oui, Mais non. tu sais, mais tu sais, c'est sûr que je te dirais que le plus coûteux, c'est vraiment l'achat de l'équipement. Une fois qu'il est acheté, ben tu sais, après ça, on fait juste le rentabiliser. Puis tu sais, souvent on profite de quelqu'un va nous demander un format, puis c'est rare qu'on va dire non. Si on n'a pas l'appareil, ben là on en profite pour l'acheter. Fait que le fait de faire le contrat, tu sais, ça nous permet de faire rouler nos machines. Puis tu sais, honnêtement,
ça va bien. Ouais, ça va bien. Comme ça. Oui. En fait, la question, là, je me rends compte, je vais peut-être mal le poser. En fait, tu as déjà répondu en partie. C'était surtout les enjeux qui en découlent d'avoir autant d'objets audiovisuels. Puis c'est ça, vous, ça va être justement de les numériser le plus vite possible. Parce qu'une fois que c'est numérisé, c'est préservé. Puis je me demandais, niveau serveur, j'imagine ça aussi, là, ça doit coûter quand même, parce que les gens ne savent pas, là, mais les serveurs d'entreposage, c'est très dispendieux. Fait que vous, j'imagine que vous n'avez pas le choix de faire avec ça aussi. On a fonctionné pendant un bout avec des copies de disques durs. J'étais en train de virer folle. Curieux, te souviens-tu combien? T'as-tu un estimé de combien de disques durs qui roulaient? Ben, tu sais, on en avait, mettons qu'on en avait 2 principaux. Un pour les archives audiovisuelles, un pour les archives photos, documents. Ouais. Pour chacun avait leur copie, évidemment. Oui. Fait que là, quand on faisait des ajouts, fallait copier. Tout redébrancher, rebrancher à chaque fois. Puis après ça, ben là, la numérisation, elle se fait là-bas. Il y a été un temps, la numérisation se faisait dans un autre bâtiment. Fait que là, on avait plusieurs petits disques qui se promenaient d'un point A à un point B. Puis là, qu'est-ce qu'il y a sur lui? C'est-tu copié? Il faut que j'aille vérifier. C'était beaucoup de logistique. Fait que on a pu profiter d'une subvention aussi là, pour acheter un serveur. OK, merveilleux. Fait que maintenant, on a le serveur. Fait que tout va bien depuis qu'on a le serveur. Ça simplifie grandement les choses, oui. Ouais, mais c'est ça. C'était coûteux. On pouvait pas se le permettre sans subvention. Là. C'était impossible. Puis ça, c'est un problème que vous avez, mais que tous les sens. Dans les centres d'archives, on manque tout le temps de place. Et quand c'est numérique, ça a l'air stupide parce que on voit le papier, c'est très visuel, puis on voit les boîtes, puis on se dit, mon Dieu, ça coûte cher l'entreposage. Mais les fichiers, il y en a beaucoup des copies qui sont x8, x10, x15 souvent. C'est lourd très rapidement. Et les centres d'archives doivent composer justement avec des serveurs et les coûts qui en découlent qui sont justement assez particuliers. Puis, je rajouterais que nous autres, on a quand même, tu sais, dans nos fichiers de préservation d'audiovisuel, il y a des standards vraiment hauts, tu sais, pour ces fichiers-là. Nous autres, on a comme fait notre petite recette, notre propre recette, là, pour nos fichiers de conservation pour qu'ils soient compressés sans perte. Parce que là, ça marcherait pas, là, au niveau de l'espace, là, la quantité qu'on a, ça marcherait pas. Fait qu'on a comme, puis tu sais, il y a beaucoup de nos partenaires pour qui qu'on a numérisé, qui ont adopté nos fichiers aussi, là. Notre format de fichier qui c'est ça, on essaie le plus possible de le compresser sans perte parce que sinon, c'est l'enjeu de l'espace. C'est bien beau, comme sinon on pourrait plus en numériser parce qu'on n'aurait pas d'espace. Faut pas que ça soit un blocage non plus. Non, effectivement. Puis pour nos archives, ben on a toujours la copie physique encore ici. Fait que, tu sais, oui, elle risque de se détériorer, mais un coût mal pris qu'on veut leur faire en meilleure qualité ou X raison, ben on l'a quand même encore, là. Oui, c'est ça. Puis en plus, vous, votre avantage, c'est que vous avez ces appareils-là. Vous avez tout cet attirail-là, vous êtes équipé pour interagir en conséquence, mais c'est sûr que dans l'idée d'acquisition, il faut que votre serveur roule en fonction, que vous devez rajouter quelque chose, sinon vous allez vous retrouver à la case départ, vous allez avoir un serveur loadé, puis vous allez retourner avec des disques durs qui se promènent tout le temps. On veut pas ça. Non, effectivement, j'ai eu je l'ai vécu ça aussi, peut-être pas au même niveau, mais là, on a des backups, parce qu'on sait pas si les disques durs qui se promènent, ils ont leur backup. En tout cas, c'était courir après qui a leur... En tout cas, c'était beaucoup de plaisir. On cherchait tout le temps les disques durs, quelqu'un part, on sait pas s'il leur donnait, là, c'est comme la catastrophe, la panique. Mais oui, heureusement, on a des serveurs maintenant qui nous permettent de gérer ça. Fait que, écoute, j'avais une autre question, ça va retourner un peu sur ton parcours, mais moi j'ai une question que j'étudie. C'est quand même assez connu dans le monde archivistique, là, tu sais où je m'en vais, mais est-ce que tu viens du monde de l'histoire, de la littérature? Est-ce que tu as toujours voulu devenir une archiviste? Comment tu as découvert la profession? Moi, j'ai étudié en archéologie. Fait que on pourrait dire que je viens du monde de l'histoire, un peu. Oui. J'ai étudié en archéologie, sauf que j'avais vraiment besoin de revenir dans ma ville natale. Je voulais pas... les grandes villes, ça faisait vraiment pas. Je suis vraiment une fille de région. Fait que je suis revenue, puis l'opportunité de travailler à la Société d'histoire s'est présentée. Ben, j'ai fait une maîtrise en études et interventions régionales à l'UQAC aussi. C'était comme mon moyen d'essayer de me rapprocher là, le plus possible pour revenir. Puis c'est ça, je suis tombée que la Société d'histoire, puis tu sais, il y avait été juste comme 2 employés pendant vraiment très très longtemps. Puis tout d'un coup, il y avait besoin d'une autre personne. Puis c'est ça qui m'a amené à faire mon certificat. Je l'ai fait, je travaillais déjà ici, puis c'est la même chose pour ma collègue. Là, tu sais, c'est un peu
en région comme ça, on a un peu pas le choix de fonctionner comme ça. Tu sais, d'abord, trouver des gens intéressés, puis après ça, les former, parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à venir habiter ici pour travailler dans ce domaine-là. Fait que j'ai fait mon certificat à temps partiel en étudiant, puis honnêtement, c'était vraiment le fun parce que je voyais vraiment à mesure, tu sais, ce que j'apprenais, ben, j'étais dedans déjà, là. Fait que c'est comme ça. Ben écoute, ça répond un peu à la théorie, là, je fais le clin d'œil puis la plaisanterie, mais moi j'ai d'études médiévales, j'ai de l'histoire, les gens qui sont venus au podcast viennent soit de la littérature, soit de l'histoire, on vient un peu tous de ça. Fait que c'est un peu la réalité. Je comprends, je peux me rallier au fait d'être en région. C'est sûr que tu es beaucoup plus en région que moi, là, mais moi aussi, j'ai pas grandi dans les grandes villes et il a fallu que j'y retourne éventuellement parce que ça faisait pas. Mais là où je veux ricocher, c'est que c'est vrai dans le principe que quand tu dis que, bon, d'abord, il faut chercher des gens intéressés puis les former. Les formations qui se donnent à l'université, je pense que l'Université de Laval le donne à distance, la certificat en archivistique, mais autrement, c'est dans les grands centres. Et en région, ben, il n'y en a pas d'archivistes. Tu sais, tu parlais des MRC, voyons donc, dans le coin municipal, mais je suis en contact avec des municipalités qui sont dans le nord, puis ben, il n'y en a pas d'archivistes sur place. Souvent, même, on en parlait, tu sais, bon, idéalement, toutes les municipalités devraient avoir un archiviste ou quelqu'un qui fait de la gestion documentaire, mais on n'est même pas assez en termes de nombre pour couvrir tout le monde. Fait que souvent, c'est des gens, des passionnés, des gens qui sont intéressés, qui ont la mémoire à cœur, qui s'en vont là, puis que de fil en aiguille se forment. Et de toute façon, en tout cas, en archivistique, on en a parlé dans le podcast, on va en parler encore en masse. Mais oui, le certificat, évidemment, bon, ça donne une certification, ça donne toutes les compétences de base. Mais le champ de bataille, c'est le plancher. Parce que la théorie puis la pratique en archivistique, j'imagine pour tous, c'est comme ça, mais je me souviens, mon premier stage, j'ai fait un sale saut. C'est très, très, très différent voyons donc, de la réalité. Donc, c'est bon de le mentionner, tu sais, qu'en région, c'est ça. C'est intéressant de voir qu'il n'y en a pas, mais ça en prend. Donc, c'est cool que tu aies fait ce parcours-là. Et dans le fond, là où je voulais voilà, je recommence. Là où je veux m'en venir. Quand on parle au niveau de l'archivistique, puis qu'on parle essentiellement de ces enjeux-là au niveau de la diffusion et de la préservation des archives, est-ce que toi, dans le fond, tu as participé à l'élaboration de ça? C'est-tu quelque chose qui était déjà en place ou c'est en instaurant la voûte que tout ça s'est venu? J'imagine que c'est un procédé qui a pris un certain temps. Ouais, ben tu sais, c'est comme je disais, tu sais, le directeur général ici, là, Steve, lui, il s'était passionné pour l'audiovisuel. Fait que tranquillement, c'est lui qui a apporté comme un peu toutes ces notions-là, qui a développé nos méthodes, on a commencé avec les VHS, là. On avait quelqu'un qui était ici, qui a fait du VHS de 2017 jusqu'à l'année passée, peut-être. Là, on a fini par écouler toutes les VHS qu'on avait à faire. Fait que, tu sais, ça a comme, honnêtement, on a tout un peu appris sur le tas, on pourrait dire, là, pour l'audiovisuel, vraiment, là. Puis, tu sais, on se renseignait un peu partout ce qu'on pouvait. Puis, c'est sûr qu'on peut pas dire que ce qu'on fait, tu sais, même en matière de préservation, tu sais, on peut pas dire que c'est parfait, tu sais. On fait avec les moyens qu'on a, c'est quand même vraiment bon déjà, là. Puis, tu sais, le fait d'énumériser, honnêtement, il faut que ça passe par la numérisation. Tu sais, moi, après ça, tu sais, que l'archive est serrée dans la voûte, oui, mais tu sais, j'y touche plus, puis j'espère que ça fasse. Mais ça, par exemple, des VHS, ben, on s'est amélioré avec le temps, nos méthodes. Fait que l'année passée, on a renvoyé, il y avait un lousse, là, dans le temps, notre personne n'avait plus rien à faire. Fait que, on a recommencé des VHS qu'on avait déjà fait. Puis, je vois une différence de qualité, là. J'en ai perdu depuis la première numérisation. Il y a de la neige, le son est mauvais. Il y en a comme déjà que ça s'est dégradé. Fait que, dans ce temps-là, ben moi, je garde l'ancien fichier pareil parce qu'il était mieux, mais on peut pas. Faut vraiment. C'est comme un peu une urgence, tu sais. Faut se dépêcher de numériser. Puis c'est sûr qu'il va toujours avoir des meilleurs moyens de faire parce que aussi, ben, les équipements se développent, les logiciels se développent. Fait que quand on peut, on les reprend pour les améliorer. Puis c'est ça. On fait du mieux qu'on peut pour pas perdre ça. C'est vraiment ça notre ligne directrice, tu sais. Absolument. Puis en fait, c'est un peu ça que je voulais montrer aux gens qui nous écoutent, quand ce processus-là de mettre en place une politique pour la préservation, etc. En archivistique, on est beaucoup dans l'urgence. Ça a l'air un peu ironique, parce que tu regardes un centre d'archives, tu n'as pas l'impression que beaucoup de choses bougent, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et souvent, ben, c'est de la priorité de la gestion d'urgence. Et ce qu'on fait, c'est qu'on apprend beaucoup sur le tas.
parce qu'il y en a énormément de supports. Puis comme moi, les supports audiovisuels, ben, je les connais bien mieux depuis que j'étais avec Fragment Fugace, mais des films 8 mm, 16 mm, je n'avais vu une fois dans un contrat. La vaste majorité du temps, c'est du papier. Donc là, il a fallu que j'apprenne. Puis là, évidemment, je mets notes de cours, mais c'est pas suffisant. Les modèles, les types, puis ça, c'est essai-erreur, puis tu vas aller chercher de l'aide, puis tu vas aller demander à d'autres archivistes qui, eux, en ont, d'autres centres d'archives, et tu construis ton expertise vraiment avec la pratique. Et c'est ça, un archiviste, vraiment, là, on a parlé de la théorie, là, mais le chemin que la pratique va te donner est absolument phénoménal. Écoute, sur l'aspect, voyons donc, bon, j'ai perdu mon fil d'idée, je voulais apprendre sur le tas, mais il y avait un autre aspect que je voulais aborder. J'ai un blanc de mémoire, je suis complètement désolé, j'ai complètement oublié. Bon, Ben, écoute, je peux te parler oui, parce que là, on a parlé de ça, puis moi, il m'est venu une idée aussi. vas-y, sauve-moi. Tu sais, dans la catégorie, les choses que j'ai vraiment appris sur le tas, là, c'est Hmm. la restauration. Tu sais, des fois, ça casse, puis Ah tu oui. sais, sur le tas, mais on est chanceux parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos, tu sais, de genre de tutoriels de comment démonter une VHS, puis recoller, puis tout ça. Puis tu sais, euh, c'est devenu un intérêt vraiment fort pour moi, la réparation. C'est tellement frustrant parce que ça va vraiment mal, puis ça déroule. Mais quand que ça marche, puis que ça colle, la satisfaction, là, c'est comme ma petite passion, là, tu sais. Je suis jamais contente quand ça casse. Puis ça me prend quelques jours à le regarder, à me dire, va falloir que je la répare, mais tu sais, la satisfaction quand on la répare, c'est fou, là. Ben écoute, merci énormément parce que ça m'a rappelé ce que je voulais dire et c'est non mais c'est dans le même ordre d'idée. Moi aussi, j'ai fait de la restauration, entre autres avec Fragment Fugace, puis bon, j'avais fait des restaurations de base là, sur des documents qui étaient déchirés, on s'entend, là, tu mets du tape sans acide, c'est réglé, là, c'était pas aussi technique, mais de réparer des films 8 mm, puis il faut que ça tienne avec le tape, puis là, il faut que tu fasses les trous aux bonnes dents, puis tout le kit, puis là, ça pogne dans la machine, donc c'est plus frustrant, comme tu dis, et j'étais, moi, au départ, je me souviens, là, la panique générale, là, parce que là, tu sais, j'ai jamais fait ça, faut que je le fasse une fois, puis là, tu te dis, qu'est-ce qui arrive si j'aggrave la situation, mais comme tu le dis, c'est toi qui participes à la restauration, puis si tu fais rien, ben, le document, il va juste se perdre. Mhm. Fait que la seule façon de régler la situation, c'est d'agir, puis si tu n'arrives pas à sauver le document, ben, au moins, tu as essayé. Mais faut faire ce saut-là, justement. En tout cas, ça me fait vraiment rire, parce que la première fois, Fragment Fugace, il m'avait montré comment faire, il m'avait montré la technique qu'il utilisait. Hey, je pense que je shakais, là, j'étais comme, mon Dieu, je vais tout péter. Ben, c'est comme, tu sais, Gabriel, si tu le fais pas, on va le perdre anyway. Fait qu'essaye, puis d'en Mhm. fil en aiguille, t'apprends, puis tu te perfectionnes, puis t'apprends à connaître ta machine aussi. Moi, je suis chanceux, j'en ai juste comme 2 que j'ai utilisé à date, fait que je commence à m'habituer bien avec. Mais vous autres, c'est une expertise là, d'apprendre à faire fonctionner ces machines-là. Là. Mhm. Ça a été encore une fois de l'essai-erreur, là, comme notre Syntel, c'est vraiment moi qui ai développé l'expertise sur ce scanner-là. Puis on avait un manuel d'instruction, c'est tout. Il y a pas de vidéo qui existe en ligne de comment Ouais. l'utiliser. Quand on est allé l'acheter, ils nous ont montré vite fait comment mettre la bobine dessus, sur quel piton peser, puis tout ça, puis c'est tout, là. Puis il a vraiment fallu que je passe plusieurs jours avec plusieurs films différents pour tester, puis là, oups, pourquoi le son marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, je cherche qu'est-ce qui fait que le son, tu sais, des tests comme ça, puis on a quand même, on se garde tout le temps des films tests comme ça, là, tu sais, pas des vrais films, tu sais, comme ceux-là qui font mon petit décor en arrière, c'est pas des vraies archives, là, c'est des films qu'on garde pour faire nos tests, fait que ça me dérange moins s'il arrive un pépin, parce que justement, au moins, ben, c'était pas une archive, là, mais ça a été quelque chose, là. Puis, tu sais, une fois que moi, je l'ai appris, ben, il faut que je le montre à quelqu'un d'autre aussi, là. Là, j'ai 40 étapes là, sur ma petite feuille de comment la numériser. Puis si t'en sautes une, ben, il va arriver tel problème plus tard, ton film, il va sauter ou il va être décalé. Fait que, tu sais, c'est difficile. Puis c'est pas tout le monde qui a la logique non plus. Tu sais, moi, je m'en rends compte assez vite. Je commence à savoir tu sais, des fois, l'été, on a des étudiants, tu sais, il y a beaucoup de monde qui circule puis tout. Fait qu'il faut, quand ça marche tout de suite. T'sais, quand que la personne catch, OK, je passe mon film comme ça y va comme ça, là, je le vois tout de suite. Mais tu sais, des fois, il y en a, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que ils ont pas cette vision-là de comment ça peut fonctionner. Fait que c'est vraiment, c'est ça. C'est pas si facile que ça. Non, puis t'en parles. Tu sais, on parle de gardien de la mémoire, préserver le passé, mais il faut aussi, comme tu dis, préserver la connaissance de comment faire fonctionner ces machines-là. Moi, c'est le même exemple avec Fragment Fugace. C'est eux qui m'ont montré à me servir des machines, puis eux autres, ils l'ont appris en l'essayant. Fait qu'ils m'ont transmis cette connaissance-là pour que maintenant, moi, je puisse le faire. Puis là, on construit à partir de ça. Mais c'est vrai que, en tout cas,
C'est parce que tu vois, de loin, la première... En fait, ça me fait rire, là, mais c'est parce que la première fois que j'étais devant la machine, j'étais bien impressionné, puis dans ma tête, ça allait être super simple, puis il n'y aurait pas tant d'accrochage, puis en tout cas, j'allais imaginer pas que ça allait être parfait, clairement, il allait avoir des problèmes. J'ai pas remarqué à quel point ça peut lâcher facilement, à quel point c'est... Tu veux dire, une faiblesse dans un 8 mm peut être n'importe où. Ton film passe, ça arrache à un moment donné. Il faut que tu recommences sur rebobines. Fait que, tu sais, la lumière aussi joue bien avec la lumière pour brûler ton film. T'sais, ça a l'air, tu le vois dans la théorie, mais quand tout ça se passe en même temps, c'est assez impressionnant la première fois. Puis c'est ça, t'apprends avec... comme tu sais bien que vous avez fait une liste, là, puis tu le mentionnes aussi... Excuse, l'aspect que c'est pas tout le monde nécessairement qui suive ça. C'est assez complexe l'archivistique. Puis ça prend du monde qui sont très, très, très précis pour que ça fonctionne parce que nous, on est beaucoup dans le détail. Mais c'est ça. Tu fais bien de faire des listes et de partager cette connaissance-là parce que malheureusement, ben, comme tu dis, il n'y a pas de film, il n'y a pas de vidéo YouTube pour regarder comment ça va fonctionner. Là. Ouais. Fait que moi, personnellement, j'ai une autre question. Toujours sa diffusion un peu sur les films. On parle de justement tout cet aspect-là. Là. Bon, il y a des enjeux clairs, là, préservation, on a regardé, bon, les coûts qui sont associés à ça. Maintenant, vos archives. Est-ce que vous, au niveau, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez planifié en cours qui s'en vient avec peut-être des documentaires, est-ce que vous êtes réutilisé, par exemple, pour ce genre de projet-là? Est-ce que c'est un de vos objectifs? On en a déjà des demandes là, qui rentrent un petit peu pour des archives qui sont sur la voûte, puis c'est quelque chose qu'on veut développer parce que évidemment il y a du potentiel pour ça, on le sait, mais c'était comme on n'était pas rendu là encore. Il fallait commencer par avoir suffisamment d'archives sur la voûte, puis je te dirais qu'on considère qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait assez. On veut encore comme augmenter de beaucoup le contenu. Là. Il y a des choses qui s'en viennent. Je peux pas tout dire, mais il y a des choses qui s'en viennent qui vont faire qu'on risque d'augmenter énormément le contenu de la plateforme pour avoir le plus de choix possible. Puis il y a aussi d'adapter, excusez, il va falloir un peu adapter notre plateforme là, pour la faciliter l'achat d'archives, je dis l'achat, là, mais tu sais, libération des droits sur les archives. Actuellement, comme nos partenaires, ils demeurent propriétaires de leurs archives, ça fait que quand quelqu'un, moi, me contacte sur la voûte, bon, ben, je fais un documentaire, je fais une émission, j'aimerais savoir cet extrait-là, ben, je le redirige vers mon partenaire, qui, lui, va s'occuper, là, selon leur propre modalité, comment ils vont libérer les droits. Souvent, ils me réécrivent parce qu'ils n'ont pas de modalité. Ils savent pas comment ça fonctionne. OK. Fait que là, hey, vous autres, quand vous vendez des archives, comment vous marchez? Tu sais, c'est quoi votre prix? Fait que, tu sais, on essaye d'accompagner nos partenaires, puis on essaye de se créer un genre de, pas de gabarit, là, mais une méthode uniformisée pour tout le monde, là, qui vont être sur la voûte. Puis, honnêtement, ils sont débordés. Ils n'ont pas le temps non plus de penser à ça. Fait que ils attendent tout après nous autres pour qu'on ait le temps de le faire aussi, là, selon ce que j'ai compris. Mais tu sais, on va essayer de se trouver un moyen uniformisé pour libérer les droits sur les archives, puis on va mettre en valeur ce service-là parce que, tu sais, si on veut continuer de marcher, si on veut continuer de numériser, on n'a pas le choix d'avoir des revenus qui rentrent pour nous aider à faire ça, puis ça va être ça le meilleur moyen. Puis en même temps, ben c'est la diffusion encore, tu sais, ça fait qu'il y a encore plus de gens qui voient nos archives. Je vais prendre une gorgée d'eau. Il n'y a pas de problème. Puis, en fait, je vais te laisser finir. Ben, en fait, finis ton train d'idées, mais tu me fais penser à quelque chose, vas-y. Il y a, j'ai un exemple, là, on a un groupe de musique Galaxy qui sont pas mal originaires d'ici, puis l'été passé, ils ont fait un vidéoclip, puis celui qui s'occupait du vidéoclip est tombé sur la voûte un peu par hasard, lui aussi. Finalement, ben leur vidéoclip, c'est juste des vidéos d'archives d'ici. Ah ouais? Il est venu. Il est venu ici. Il veut pas partir, mon chat, dans ma gorge. Il est venu ici, puis il a consulté nos archives, puis on a le vidéoclip d'Olbo. C'est des images de festival dans les années comme 70-80. Hey, ça, c'est hyper intéressant. Puis ça, encore une fois, c'est pratique pour la diffusion. Puis parfois, on se rend pas compte de justement à quel point on a des archives. Parfois, dans nos films, là, évidemment, si on parle à des films, mettons, c'est un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sait un peu qu'il y a des archives, mais vous savez pas toujours où il y a des archives dans certains films. Et moi, j'avais fait un travail sur la diffusion des archives, sur l'utilisation d'archives justement dans le monde du cinéma avec Godzilla. Il y avait l'utilisation, dans le fond, d'archives de tests nucléaires qui avaient été pris d'un centre d'archives en France pour faire le film Godzilla. Donc, des fois, on ne le sait même pas, mais il y en a partout de nos archives. Et c'est pratique pour vous, comme tu dis.
évidemment en documentaire, sur les médias sociaux, ben ça se partage, ça se promène. Puis vous, dans le fond, c'est ça, je vois que vous mettez même une citation préfaite justement pour que les gens qui veulent partager votre travail, fait que c'est leur obligation, là, ils doivent vous citer, mais vous rendez ça encore plus facile, évident, pour que justement ça se propage partout, là. Oui, oui, puis tu sais, quand on va avoir mis vraiment en place tout ça, là, j'ai commencé à travailler là-dessus aussi, là, mais tu sais, moi j'aime les processus, là, faut que ça soit clair, les étapes. Ça va marcher comme ça, on va sortir ce formulaire-là, on va le faire comme ça, on va l'envoyer, tu sais, tout va être clair, puis tu sais, faut vraiment pas non plus, tu sais, on va s'assurer que nos droits soient respectés à nous aussi, tu sais, dans Ben oui. l'utilisation des archives, c'est vraiment important, là. Puis tu sais, j'en ai vu passer, c'est pas arrivé souvent, là, mais j'ai vu quelqu'un qui est allé enregistrer des vidéos de la voûte sans notre accord, là. Ah ouais? Quelqu'un d'ici, là, puis il avait comme colorisé, ou je ne sais plus quelle intelligence artificielle qui avait passé dessus, là. Puis ça a Oh, pas wow. fait, là. Ça a pas fait, je l'ai Non, pas laissé effectivement. passer, c'est sûr. Fait que, tu sais, faut que les gens soient renseignés, tu sais, qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi avec ça, tu sais. Puis on en voit de plus en plus, là, je vais peut-être bifurquer, là, mais tu sais, de l'utilisation d'intelligence artificielle sur des documents d'archives, puis tu sais, c'est délicat, on va le dire, là. C'est vraiment délicat. Bon mot, oui, c'est délicat, effectivement, là. Puis, en fait, si je peux juste ricocher là-dessus, là, tu mentionnes l'utilisation d'archives, c'est encadré dans un cadre réglementaire, puis c'est important de le respecter. J'en ai parlé dans le passé, j'en ai même parlé à des clients. Tu sais, si vous voulez faire des recherches, vous voulez utiliser, mettons, des archives pour faire un documentaire, une petite série vidéo, vous pouvez le faire, mais contactez le centre d'archives avant, puis assurez-vous que vous êtes capable d'obtenir le droit, que le centre d'archives vous donne le OK pour ce faire. Vous, je vois que vous avez un formulaire là, pour justement, un lien là, qu'on peut communiquer avec vous si quelqu'un veut utiliser les archives. Oui. C'est hyper important de passer par ça parce que les archives, ça passe dans un contexte légal et on n'aime pas ça, les archivistes, bien évidemment, quand ça arrive. Et en tout cas, là, je ne sais pas si le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet que tu veux te plonger. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que dans l'idée, tu sais, OK. Excuse-moi, là, c'est une grosse tangente, puis tu peux me dire là, si ça t'intéresse pas, là, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu par rapport à la mémoire. Si l'intelligence artificielle, des fois, devient tranquillement plus adaptée à bien représenter ce qu'on lui donne, on a des fois des vidéos qui passent d'intelligence artificielle qui sont un discours d'un politicien qui n'a jamais existé, par exemple. Et moi, quelqu'un qui étudie en histoire, qui voit ça, ça me rend très nerveux parce que on peut avoir cet enjeu-là. Il y a même l'enjeu la production, un archive de document créé, produit par une personne ou morale ou physique, mais là, il y a la question si c'est les archives, selon l'intelligence artificielle s'en mêle, puis qu'elle crée des documents dans un organisme, puis qu'on se met à archiver ça, ne sachant pas que ça n'a pas été approuvé au préalable, par exemple. C'est un enjeu particulier. Oui, oui. Tu sais, ben, moi, là où que j'ai un problème, c'est que une de nos valeurs qu'on s'est données quand on a fait la route, c'est l'authenticité. Oui. Les archives qu'on numérise, on les retouche pas. Sont comme ça, sont abîmées, ben tant pis, tu sais, c'est une archive. Si après ça, on veut faire une diffusion spéciale, là, on va prendre le temps de l'améliorer. Puis là, l'intelligence artificielle peut servir des fois pour améliorer l'image, ça je comprends. Ouais. Mais quand ça dénature complètement l'archive, parce que j'en ai vu, puis on voit, nous, on a des photos de la Société d'histoire qu'on voit passer souvent, qui se font dénaturer carrément, là. Je compare les deux à côté, puis le monde nous contacte, ben ouais, c'est-tu une photo à vous autres? On dirait qu'elle est 100% faite par intelligence artificielle. Puis là, ben, c'est vrai qu'elle a même pas l'air réelle, la photo, mais c'est une archive, tu sais. Fait que là, c'est là que c'est pas le fun, tu sais, mais il faut trouver comment renseigner. Tu sais, les gens, ils comprennent pas, ils voient pas ça comme ça, tu sais, ils ont pas cette vision-là, c'est difficile pour ça. Puis, tu sais, nous autres, quand on essaie de s'opposer, on se fait bloquer des groupes Facebook. Fait que là, on peut plus, comme, on parle plus. Ah ouais, à ce point, c'est aussi sensible. Ouais. Oh mon Dieu, Seigneur, ok, j'avoue que j'en ai parlé avec des collègues au travail. En même temps, dans le monde municipal, l'intelligence artificielle n'est pas encore 100% là non plus, là, on va être bien honnête, là, mais mon Dieu, ok, c'est quand même intense, là. Puis c'est une discussion à avoir parce que, comme tu dis, là, c'est un peu ton ordre d'idée, l'intelligence artificielle est là pour rester, là. Dans le fond, elle n'est pas là pour partir. On peut s'en servir de façon intelligente, de façon justement pour que les archives restent, c'est un bon point, authentiques, pas déformer la mémoire. Mais là, c'est tout l'appareil qu'il va falloir mettre en place pour s'assurer que les procédures, hein, on est fatigué les archivistes avec les procédures, mais ça donne une garantie qu'il y a il y a une intégrité qui reste dans le processus, qu'on peut différencier de ce qui est le travail de l'intelligence artificielle et d'une autre éventuellement. Ouais. Moi, j'aimerais ça terminer avec une petite question.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as eu une journée puis tu t'es arraché un peu les cheveux de la tête? Moi, je dis ça tout le temps comme ça. Tu t'es dit, voyons donc, comment ça se fait que ça s'est ramassé dans les archives? Puis tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait là? T'as-tu eu un de ces moments-là? J'avais pas le choix de. Je le sais quel exemple je vais donner, mais j'en ai pas d'autres. J'ai pas le choix de donner cet exemple-là. C'est Vas-y. quand on tombe sur de la nudité dans des films. Tu sais, des Les fois. archives? Ben oui, dans des films. Une petite bobine 8 millimètres, puis c'est un film de famille, puis tout va bien, puis what? Tout d'un coup, ils sont rendus à la piscine, puis la madame Ok, est c'est nue, ça. tu sais. Dans un film de famille, ben, tu sais, je m'étais dit, tu sais, quelqu'un te donne une boîte, puis tu découvres, je sais pas, un film de Non. nudité, puis tu te dis, ah, ok, tu sais, c'est pas écrit dessus. Mais dans des films de famille, Fait que, tu sais, ça fait qu'on n'a pas le choix de tout surveiller parce que, honnêtement, mais tu sais, des fois, bon, les bébés qui prennent leur bain, tu sais, c'est tel quel, tu sais, oh, ça, on les coupe. Mais tu sais, tu vois, je me suis rendu compte, là, pas si longtemps que j'en avais laissé passer un qui s'était rendu sur la voûte parce que c'était un film tout à fait normal. Puis à un moment donné, en plein milieu, t'avais un petit extrait où ce qui était dans le bain, là, j'étais comme, oh non, j'ai pas laissé aller ça, tu sais. J'étais un peu découragée. Mais tu sais, des gens à la plage où, tu sais, c'est ça. Puis là, faut se méfier, puis tu t'attends pas à ça. Puis moi, je veux dire, exemple, là, c'est un fond d'archives. La famille, ça fait plein de films que je vois d'eux autres. Fait que ça fait vraiment bizarre, tu sais, de tomber sur des scènes comme ça. On dirait que je les connais, mais je les connais pas, tu sais. Sont probablement même peut-être déjà morts, je ne sais pas. Mais pour moi, je suis comme, ben non, pas ce madame-là, tu sais. c'est ça, parce que tu as travaillé tellement avec le fond, justement, t'es vois un peu partout, là. Ouais. Bon, ben écoute, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Je vais faire attention dans les films. On en a pas autant que vous autres. J'en ai pas vu encore, mais je vais porter un œil attentif à ça si j'en vois dans le futur. Écoute, Marie-Chantal, je te remercie énormément d'avoir fait la place pour venir parler à la voix de l'archiviste. C'est vraiment un méchant beau projet que vous avez. Le Netflix des archives, il existe. Je suis vraiment content que ça existe. Félicitations d'avoir numérisé 3000. Je sais pas comment vous avez fait ça, mais vous l'avez fait. C'est un exemple à suivre et pour vrai, ça en prend. Non seulement on a besoin de la voûte, pas juste pour la diffusion, mais pour la connaissance de ces supports-là qui se désagrègent constamment et qui, éventuellement, ben, la connaissance de comment faire fonctionner les machines qui numérisent est en train de disparaître. Fait que merci d'être là pour ça. Ben, merci de l'invitation. Je suis vraiment contente. On aime ça parler de notre projet dès que l'occasion se présente. Fait que je suis vraiment contente. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés à devenir partenaires de la voûte, je vais plugger qu'ils peuvent nous contacter parce qu'on en cherche des partenaires. Si vous avez des archives à numériser, on est là aussi. Merveilleux. Le lien, tu me l'enverras, je vais le mettre dans la description. Je vais également mettre dans la description de cet épisode le lien pour Dans la voûte, qui est la série YouTube que vous avez faite. Donc, d'aller les suivre, allez vous abonner. Moi, je l'ai fait. C'est génialissime d'avoir accès à autant d'archives facilement. Et sachez-le, même si vous avez vos abonnements à la bibliothèque, c'est possible. Merci beaucoup, Marie-Chantal, d'être venue. Et souvenez-vous, tout le monde, vous devriez faire affaire avec un archiviste. On se voit. À très bientôt.